Je m'appelle Masha Borzunova et aujourd'hui, je vais une fois de plus tenter de vous expliquer ce qu'est la Russie, ce pays impossible à comprendre. En 3 ans de guerre, l'inimaginable y est devenu la norme. Et inversement. Suite à nos reportages à Moscou ou Saint-Pétersbourg, on nous envoie souvent des commentaires pour nous dire « Moscou, c'est pas la Russie, montrez-nous la vie en province ». Nous sommes en partie d'accord avec ces remarques. Et aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir comment les gens vivent dans les régions rurales de Russie, dont certains Russes n'ont même jamais entendu parler. Nous voulons savoir ce qui a changé là-bas en 3 ans de guerre, mais aussi ce qui ne changera jamais. Ce genre de scène est courante dans toutes les villes russes, qu'elles soient grandes ou petites. Il s'agit de funérailles militaires accompagnées d'un orchestre, et ce juste à côté d'une école primaire. C'est un spectacle lugubre, mais visiblement, on s'y est habitué. Je suis journaliste pour Trax East, en Russie. Je me trouve actuellement à Arangelsk, à plus de 1000 km de Moscou. Je pourrais rester ici pour vous montrer comment vivent les Russes en province. Mais j'ai décidé d'aller encore plus loin et de faire plusieurs heures de route sur des chemins accidentés en direction du nord. Dans cette région, la vie est paisible et seules quelques chaînes de télévision sont disponibles. Nous voici dans un authentique village russe. À Moscou, 300 personnes vivent dans le même immeuble. C'est autant que dans tout notre village. À chaque fois, ça prend une éternité pour le remplir. Alors, bien dormi? Comme un loir. J'ai allumé le poêle hier soir. Ici, il y a une télévision. Je t'ai aussi laissé un matelas supplémentaire si le lit est trop dur pour toi. Voici Anna Petrovna, une ancienne infirmière urgentiste. Elle vit à Verkola où elle loue des chambres à des moscovites qui, comme moi, veulent se réfugier à la campagne pour fuir l'agitation de la ville. Là-bas, c'est la rivière Pinega. Elle est magnifique. Malgré les arbres devant la fenêtre, on peut voir assez loin, jusqu'au monastère sur l'autre rive. Et ce silence. C'est vrai, c'est très calme. Voilà ma famille. Je suis née après la guerre. À Verkola, comme dans presque tous les villages russes, 80 ans plus tard, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale est encore bien présent. À l'époque, presque tous les hommes sont partis au front, et beaucoup n'en sont jamais revenus. Des étoiles ont depuis été accrochées aux maisons en leur mémoire. J'ai demandé leur signification à Anna. Les gens accrochaient une étoile pour chaque proche perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur notre maison, il y en a une, mais certaines en ont 4 ou 5. Depuis quelque temps, une nouvelle guerre inquiète les villageois. Le père de ma demi-sœur est mort en Ukraine. Il a été enterré dans une fosse commune près de Kharkiv. Comment il s'est retrouvé à faire la guerre là-bas? Une partie de ma famille a déménagé en Ukraine. Il y a des années. Pour le climat. Ah, la vie n'est pas facile. Qui aurait cru que ça finirait comme ça?
Aujourd'hui, notre famille est séparée et on n'a presque plus de contact les uns avec les autres. Au début, ma demi-sœur m'a écrit pour me dire qu'ici, il ne diffusait que des fake news. Elle m'a même envoyé des photos de bâtiments détruits pour que je la croie. Et vous l'avez cru? Oui, sur les photos, il y avait des vitres brisées partout. Comment vous expliquez cette situation? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Je lui ai écrit que tout finirait par s'arranger et qu'elle devait y croire. Les Russes n'attaquent jamais en premier. Maintenant, on va au supermarché. C'est un journaliste qui est là pour parler avec les gens du village. Raconte-lui quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Raconte ce que tu fais, comment tu vis. Je fais plein de choses. Je touche ma pension de retraite, ça suffit pour acheter du pain. C'est pas le grand luxe, mais ça va. De toute façon, on n'a jamais été habitué au luxe. Il n'y a pas beaucoup de jeunes dans le village. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. D'ici 8 à 10 ans, il n'y aura plus que des retraités ici. Et personne d'autre. Les jeunes cherchent du travail ailleurs. Mon fils aîné a 27 ans et il s'est engagé dans l'armée. Il a déjà été 2 fois en Syrie. Et 3 fois en Ukraine. J'espérais que Verkhola, avec ses 300 habitants, serait un lieu éloigné de la politique mondiale. Mais ici aussi, la guerre en Ukraine laisse des traces. Elle a aussi charrié son lot de souffrances, dont les villageois ne parlent qu'avec prudence et humilité. Mon fils a été blessé sur le front. Depuis, il est retourné là-bas pour conduire les médecins et regrouper les soldats blessés. Il est ambulancier. C'est ça. Et mon mari est mort en Ukraine il y a 1 an. Grâce à Dieu, cette guerre sera bientôt finie. Il suffit d'attendre. Je pense pas. À mon avis, c'est loin d'être terminé. Faut y croire. Non, non. Au revoir. J'ai l'impression qu'ici, tout repose sur les femmes. Que font les hommes dans ce village? Les hommes boivent énormément. Ça a toujours été comme ça. Et beaucoup meurent des conséquences de l'alcool. Ils prennent pas soin d'eux. Anna a tenu à me faire visiter le lieu culturel le plus important du village, à savoir la bibliothèque. Ce jour-là, on y fêtait l'anniversaire de la bibliothécaire, qui est aussi la femme du prêtre de Verkhola. Nous sommes en guerre et ici, nous connaissons tous quelqu'un qui se bat sur le front. C'est toute la différence entre les villes et les campagnes. Dans les villages, personne ne se cache pour éviter d'être enrôlé dans l'armée. Les gens n'ont pas perdu leur dignité. Je suis fière de vivre aux côtés de personnes qui ne fuient pas leurs responsabilités. Ça me réchauffe le cœur et je trouve ça très important. Ces personnes se battent pour nous et nous les aimons, les honorons et nous inquiétons pour elles. Vous les honorez? Oui, nous prions pour la santé des uns, le salut des autres, mais aussi pour les vivants et les morts. Bien sûr, nous souhaitons tous que ça se termine au plus vite et que nos hommes reviennent à la maison. On m'a raconté qu'avant la guerre, de nombreux touristes étrangers venaient à Verkhola pour découvrir cette Russie authentique. Un hôtel a été construit dans le village pour les accueillir. J'ai rendu visite à Tatiana Nikolaïevna, la propriétaire de l'établissement. Il n'y a plus de touristes étrangers chez nous. D'abord, il y a eu la pandémie, et maintenant, les sanctions. Avant, ils venaient de Finlande, de Norvège et de Suède. Qu'entendez-vous par sanctions? Maintenant, tous ces pays sont contre nous. Vous pensez que la situation va s'améliorer? Bien sûr, ils ne peuvent pas se passer de nous.
Nous, on peut vivre sans eux. Mais eux ne peuvent pas vivre sans nous. Parce que les Russes représentent 50% de leur économie. Qu'est-ce qui a changé dans le village? On ne peut pas vraiment dire que les choses ont changé. On vit dans un endroit très tranquille. Et on continue à se voir les uns les autres et à se promener dans les rues du village. Mais quand les premiers cercueils sont arrivés à Verkhola, c'est là qu'on a compris qu'on était en guerre. Il y a quelques jours, j'ai quitté Moscou pour me rendre dans le nord du pays. Dans ce coin reculé où il n'y a pas de réseau de téléphonie, j'espérais être coupé du monde et ne plus penser aux reportages de guerre et aux publicités pour s'enrôler dans l'armée. Mais ici, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas se fuir soi-même, et encore moins fuir la guerre. Je vais maintenant vous inviter à plonger avec moi dans l'univers feutré d'un programme télévisé différent. Il est diffusé entre deux émissions politiques et particulièrement apprécié par les femmes au foyer. Car à la télévision russe, même les programmes de divertissement sont au service d'une propagande douce, mais implacable. Ce qu'Andrei veut savoir, c'est si les enfants que Olga essaie de lui faire reconnaître sont bien de lui. La probabilité qu'Andrei soit le père biologique de ses enfants est de 0%. Tu viens pourtant de jurer que tu n'as jamais connu d'autre homme dans ta vie. Tu n'as pas honte? Lève-toi, pour que toute la Russie puisse te voir, menteuse. Voici Andrei Malakov, présentateur d'émissions cultes diffusées sur les principales chaînes de télévision du pays. Dans ces talk-shows, Malakov aborde en général des sujets brûlants qui préoccupent les téléspectateurs. Il commente aussi bien la vie privée des stars russes que les résultats de tests de paternité ou encore le concours de l'Eurovision. Vous voyez le genre. Et tout ça est diffusé en prime time. Malakov est animateur depuis 2001. Son expérience à son poste est, à 2 ans près, à peine moins longue que celle de Vladimir Poutine à la tête de l'État. Et oui, la Russie cultive les traditions à long terme. Mais depuis le 24 février 2022, les célébrités invitées sur le plateau de Malakov ont laissé la place à des soldats russes. Il y a 1 an, Arthur a été victime d'une grave blessure lors de la bataille de Bakhmout. Et ce message lui a redonné de la force. Il venait de subir une commotion cérébrale et s'était évanoui. Je me suis rendu compte que j'avais perdu des doigts et une jambe. Après seulement 2 semaines passées à l'hôpital, Ivan a souhaité rejoindre ses camarades sur le front. Dans son talk-show, Malakov a aujourd'hui troqué la vie des stars pour celle des soldats sur les champs de bataille. J'aimerais bien rencontrer la fille qui m'a tant aidé en m'écrivant cette longue lettre. Je pense que c'est grâce à elle si je me suis rétabli aussi rapidement. Le scénario préféré des propagandistes de l'émission, c'est celle de la rencontre des enfants et des soldats qui entretiennent une relation épistolaire. C'est comme ça que tu l'imaginais quand tu lui écrivais tes lettres? Oui. En plus, vous vous ressemblez un peu. Vous avez tous les deux les yeux bleus. Il y a toutefois un petit détail que les auteurs du programme ont passé sous silence. Ce militaire présent sur le plateau purgeait une peine pour trafic de drogue. Et s'il s'est enrôlé dans l'armée, c'était uniquement pour sortir de prison. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude. Et j'en profite aussi pour m'incliner devant vous. Comme vous le savez, le pays entier vous soutient. Nous sommes tous à vos côtés. Que dire de plus? À chaque époque, ses nouveaux soutiens.
Après le choc des premières années de guerre, de nombreux Russes se sont lancés dans des projets commerciaux pour le moins inhabituels. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Alors comment faire si je veux acheter un appartement? Où trouver l'argent? C'est très simple. Il te suffit d'épouser un soldat qui participe à l'opération militaire spéciale. Et à sa mort, tu toucheras 80 000 €. C'est viable comme modèle économique? Bien sûr. Beaucoup de femmes le font. Et avec l'argent qu'elles touchent, elles peuvent s'acheter un petit appartement. Avant de se marier à nouveau? Je sais pas, il faut leur demander. Ça a l'air super. C'est un vrai business plan. Vous ne comprenez pas de quoi parlent ces deux femmes? Je vais vous expliquer. Vous venez de voir un extrait d'un podcast animé par Marina Orlova, une agente immobilière à succès. Dans ses vidéos, elle explique à ses abonnés comment acheter un appartement alors qu'en Russie, les salaires sont bas et les prix élevés. Pour elle, la manière la plus simple d'y arriver est d'épouser un soldat et d'attendre qu'il meure sur le front en Ukraine avant de toucher des indemnités de l'État. Dans le langage populaire, ces compensations financières sont appelées l'argent du cercueil. Dans certaines régions russes, ces indemnités représentent des sommes considérables, car elles sont au minimum de 55 000 €, soit environ 5 fois le salaire annuel moyen dans le pays. Les conseils de Marina semblent cyniques, mais reflètent pourtant la vérité. Et comme vous le savez, dire la vérité est sévèrement puni en Russie. Je suis sincèrement désolée. Je me rends compte à quel point cette vidéo était horrible. Pourquoi vous avez été arrêté? À cause d'une de mes vidéos. De quelle vidéo vous parlez? Celle dans laquelle je parle de l'opération militaire spéciale. Vous avez des choses à clarifier? Avant tout, je tiens surtout à m'excuser. Les deux femmes ont eu de la chance. Grâce à ces excuses publiques, elles s'en sont sorties avec 80 heures de travaux d'intérêt général. Mais ce scandale a attiré l'attention du public sur cet argent du cercueil qui bouleverse l'économie du pays et la vie de nombreuses personnes. Mon père est parti au front en juillet 2024 et il a été tué au début du mois d'août. Ma famille a été indemnisée pour son décès à hauteur de 120 000 €. Je m'appelle Mikhail. Ce n'est pas mon vrai prénom. Et ce n'est pas moi non plus que vous voyez sur ces images. Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville de Sibérie, où ma famille vit toujours. Mon père a toujours été un fervent partisan de Poutine. Il parlait sans cesse des valeurs traditionnelles et disait que Poutine nous avait redonné notre grandeur. Tous les deux, nous étions en conflit car nous ne partagions pas les mêmes idées. Jusqu'en 2022, j'ai travaillé pour un journal régional à Novosibirsk. Après le début des grandes manifestations en Russie, je suis passé du journalisme sportif au journalisme politique. Mon père a alors considéré que je trahissais ma patrie. Il avait une conception bien à lui de comment il faut servir son pays. Aujourd'hui, 21 soldats volontaires ont été envoyés sur le front. Mon père a d'abord servi dans l'armée. Il a ensuite été pompier avant de travailler brièvement dans une prison. Mais personne ne se doutait qu'il allait partir au front. Ça a été une surprise pour tout le monde. Ses motivations n'étaient pas seulement financières. Il n'arrêtait pas de dire « Des jeunes sont en train de mourir au combat, alors que moi qui suis en bonne santé, je reste caché à la maison. Il faut que je sorte et que je défende ma patrie. » Il allait avoir 46 ans. D'après ce que je sais, il n'a pas servi à grand-chose là-bas. Il n'est resté que 3 ou 4 jours sur le front.
Puis il a été mortellement blessé. C'est très difficile de perdre l'un de ses parents. C'est terrible. Nous n'avons été indemnisés que 6 mois après sa mort. Notre famille a touché 120 000 euros. Bien sûr, ça fait beaucoup d'argent. Quand ma mère travaillait encore, elle gagnait à peine 600 euros par mois. Et c'était considéré comme un très bon salaire. Ici, la plupart des gens ne touchent qu'entre 200 et 300 euros par mois. Mais quand vous êtes militaire, ça peut grimper à 2000. C'est 10 fois plus. Avant que mon père ne s'enrôle dans l'armée, ma mère avait déjà un aperçu des conséquences de la guerre. Le mari de sa voisine était lui aussi parti au front. Après son retour, 6 mois plus tard, elle a tout de suite pu s'offrir un manteau de fourrure. J'ai vu des gens s'acheter de grosses berlines alors qu'ils n'ont jamais eu d'argent et qu'ils ont toujours conduit des petites voitures cabossées. De nombreuses personnes ont aussi commencé à investir dans l'immobilier. J'ai beaucoup de clients dont les conjoints travaillent pour l'opération militaire spéciale. Je m'appelle Diana Dudkina, je suis agente immobilière et je propose également des prestations juridiques. Depuis le lancement de l'opération militaire spéciale, les gens ont commencé à dépenser leur argent sans compter. Les personnes qui peuvent se le permettre sont toutes parties en voyage ou alors elles vivent à l'étranger. Les ventes de biens immobiliers de luxe ont légèrement reculé. En revanche, en ce qui concerne les appartements dans les gammes de prix les plus modestes, la demande a explosé. L'argent du cercueil a très certainement influencé les prix de l'immobilier, mais uniquement en province. Moscou n'est pas concerné par ce phénomène. En raison de mes activités dans le domaine juridique, je suis aussi membre de l'Université d'État de Moscou. Récemment, j'ai participé à une table ronde à propos d'une affaire impliquant un haut fonctionnaire. Il avait organisé tout un système pour détourner les primes de décès. Il s'occupait d'abord de trouver des maris à de jeunes femmes célibataires. Une fois les couples mariés, il envoyait les hommes, pardonnez-moi l'expression, à l'abattoir, c'est-à-dire au front. Là-bas, ils n'avaient aucune chance de survivre. Et une fois que ces garçons étaient morts, ils partageaient les gains avec les veuves. Je possède un appartement à 2 pas d'ici, que je loue à la journée. La plupart de mes clients sont des soldats. Et devinez pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un hôpital militaire à proximité. Et on y envoie les soldats qui ont été blessés sur le champ de bataille. Il y a une semaine, j'ai loué mon appartement à un soldat qui venait de perdre une jambe. Je lui ai dit: merci de nous protéger. Mais mon Dieu, comment vous allez faire pour continuer à vivre? Et il m'a répondu qu'une fois soigné, il comptait retourner dans l'armée. Vous savez, les gens s'habituent rapidement à ces salaires élevés. Mon père aurait certainement dû travailler toute sa vie pour gagner 120 000 euros. Mais en fin de compte, sa vie s'est résumée à se faire tirer dessus. L'appareil de propagande a inventé d'énormes mensonges et les a bien enrobés avant de les servir à la population. Les gens ont tout gobé avec avidité jusqu'à en mourir.
Et aujourd'hui, l'État verse d'énormes indemnités aux familles. Je trouve ça tout à fait normal que les gens touchent de l'argent suite à la mort d'un proche. Après tout, les autorités russes ont volé leur vie. Il faut bien qu'elles leur donnent quelque chose en contrepartie. Selon plusieurs estimations, entre 600 000 et 1 million de Russes ont quitté leur pays depuis le début de la guerre. Je fais moi-même partie de ces immigrés, tout comme la plupart de mes collègues. Selon l'agence de presse américaine Bloomberg, environ 40% d'entre eux sont retournés en Russie depuis. Et d'une certaine manière, ils vivent aujourd'hui dans un autre pays, avec de nouvelles lois et une nouvelle vision du monde. On pense souvent que les personnes qui quittent leur pays rejettent un régime et que celles qui restent le soutiennent tacitement. Mais parfois, la réalité est différente. Je n'aurais pas supporté de vivre à Paris ou Berlin et de lire ces terribles nouvelles concernant la guerre, tous ces procès et la situation en Russie. Vu de l'extérieur, ce qui se passe ici est beaucoup plus effrayant que ça ne l'est en réalité. Je m'appelle Tatiana Malkina et je vis à Moscou. Je suis journaliste, ou plutôt une ancienne journaliste, même si on dit qu'on le reste toute sa vie. Je suis née et j'ai grandi en Union soviétique. J'ai commencé mes études en 1984 et je les ai terminées dans un autre pays en 1989. Je suis née dans un pays, j'ai travaillé et vécu heureuse dans un deuxième pays et actuellement j'essaie de survivre dans le troisième. Et malheureusement, je ne pense pas que j'en connaîtrai un quatrième. Je suis devenue célèbre du jour au lendemain d'une manière un peu absurde. Il y a eu ce qu'on appelle un putsch, c'est-à-dire une tentative de coup d'État. Les putschistes voulaient faire renaître l'Union soviétique, alors que nous l'avions déjà allègrement enterrée. Les personnes qui ont voulu renverser Gorbatchev ont non seulement tout raté, mais elles ont aussi organisé une conférence de presse pour je ne sais quelle raison. C'est à ce moment-là que j'ai posé une question plutôt audacieuse. Êtes-vous conscient que vous êtes en train de commettre un coup d'État ? Mon intervention est devenue virale et s'est quasiment transformée en mème avant l'heure. J'ai arrêté le journalisme politique en 2011. Après, j'ai fait plusieurs petits boulots et mon préféré, ça a été d'enseigner à des étudiants. Le 25 février 2022, j'ai donné un cours en ligne. J'ai commencé par saluer tout le monde et je me suis mise à pleurer. J'ai demandé aux étudiants de nous pardonner parce que nous avions échoué. Je me sentais à la fois coupable et responsable de la situation, car nous avions toutes les cartes en main pour progressivement construire un pays normal. Nous aurions dû faire plus d'efforts et trouver un langage commun avec toutes ces personnes qui ne jurent aujourd'hui que par le patriotisme. Il existait en réalité deux Russies et nous avons perdu une guerre civile que nous n'avons même pas menée. Voilà. Au début, tout le monde était paniqué et voulait quitter le pays. Mais il n'est pas toujours facile de s'en aller, en particulier quand on a des parents âgés ou un vieux chat. Regardez,
Le mien a 17 ans. Il m'est impossible d'arrêter de penser. Heureusement, l'écriture m'a aidé à faire face à la situation. Et j'ai aussi commencé à suivre de nombreux procès politiques. Ça a été pour moi une stratégie d'adaptation. J'allais au tribunal et je regardais les procès. Et un jour, j'ai compris que je ne voulais plus détourner le regard. Mais que faire? Absolument rien. Si je ne veux plus détourner le regard, je peux crier et me mettre en colère.